bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver après ces petites vacances pour une nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on va parler un peu IA, un peu script Python, un peu voilà bidouille, automatisation. Mais avant, j'aimerais vous remercier, cher Patreon, pour votre soutien. C'est vraiment super cool. Grâce à vous, je peux faire ces vidéos, je peux faire les articles. Enfin, vous connaissez la chanson, je répète ça toutes les semaines, mais c'est important pour moi de vous remercier parce que votre soutien compte vraiment énormément dans ce que je fais, dans mon activité en ligne. Donc, encore merci. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, on va remettre un peu le couvert avec ChatGPT, ou plus exactement l'API de ChatGPT, avec un script d'automatisation qui me permet de créer des articles. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va d'abord le tester, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ce que j'ai fait, comme ça, vous allez apprendre un peu à faire ça. Alors, ce script a été écrit en collaboration avec ChatGPT également, donc voilà, tout n'est pas de moi, mais on va dire le cerveau à l'origine du projet, c'est quand même moi. Donc, je vous fais la démo. Alors, je vais aller sur un site média genre The Verge, mais ça peut être n'importe quoi, et je regarde un peu un article qui m'intéresse. Par exemple, voilà, Amazon qui a spoilé les prochains écouteurs de Beats. Ok, très bien. Pourquoi pas? Donc là, on a un article, vous voyez, qui est pas très long, mais franchement, ça va. Je récupère son lien et je lance mon script. Là, donc dans le terminal, il va me demander quel lien je veux lui donner. Donc je colle mon lien ici et je fais entrer. Alors, je peux en mettre un deuxième si je veux. Je peux mettre plusieurs liens qui parlent par exemple du même sujet. Je fais entrer. Alors pendant que ça mouline, je vais vous emmener sur mon site, sur mon blog, côté WordPress, côté back-office. Au niveau du back-office, j'ai des brouillons d'articles ici. Donc on voit que le dernier brouillon, c'est Super Tilt Bro. Celui-là, je vais bientôt le poster. Donc il est en brouillon, il est là. Maintenant, je vous propose de patienter. Et dès que c'est cuit, on regarde ça. Voilà, il a terminé le boulot. Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans la console ici? On voit un article qui a été écrit. Alors ça, c'est moi qui l'affiche. Et surtout, ça écrit article en brouillon créé avec succès. Donc on va aller voir ce que ça donne côté WordPress. Donc là, je suis dans mes brouillons, je refresh et j'ai un article qui a été créé. Donc on va pouvoir déjà le prévisualiser, voir un peu la tête qu'il a. Évidemment, l'image, c'est l'image par défaut, mais j'ai quand même un article qui a l'air plutôt pas mal. Donc ça va parler évidemment des Beats Studio Buds. Voilà, les nouveaux Beats Studio Buds Plus dévoilés par erreur. Ah oui, c'est les Beats Studio Buds Plus, c'est ça le nom. Voilà, dévoilés par erreur, amélioration, prix et date de sortie. Bon, titre assez correct. Et après, c'est censé adopter un peu mon style. Donc salut les amis, aujourd'hui j'ai une nouvelle croustillante pour vous, les temps attendus écouteurs Beats Studio Buds. Bon, c'est pas très intéressant comme news. Je sais pas qui ça peut intéresser, ce genre de truc. Mais on a toutes les infos, voilà, qui parlent des écouteurs. Mais alors, me direz-vous, ils ressemblent beaucoup aux anciens? Eh bien, la réponse est oui et non. Les écouteurs et les tuyaux ont un design assez similaire, etc. Et donc, voilà, il m'a fait un article de à peu près 2000 mots, avec la source à la fin vers The Verge. Article qui est plutôt correct, d'après ce que je vois, il y a pas de problème. Je vais quand même l'éditer pour voir. Je vais faire modifier. Et donc, qu'est-ce que je peux voir? Alors, je peux voir qu'il y a effectivement un bloc de contenu ici dans WordPress qui est un peu fucked up, comme on dit, qui est un peu, voilà, si je le récupère comme ça, normalement il va sauter, voilà, il disparaît. Donc je vais revenir en arrière et je vais juste essayer de le réparer. En fait, là, ici, dans WordPress, on peut résoudre. Alors pourquoi ça fait ça? C'est juste que si je regarde un peu en détail dans le code, éditeur de code, il doit y avoir des balises qui sont pas fermées ou des petits problèmes au niveau des balises. Bon, là, je les vois pas, ça me saute pas aux yeux. Je vois qu'ici, il y a des balises code qui se baladent, il y a des trucs un peu bizarres qui se baladent. Mais bon, c'est pas très grave parce que évidemment ça nécessite un traitement manuel, donc je vais le convertir alors pas en bloc classique, pardon, on va le convertir en HTML. On va plutôt faire résoudre parce que convertir en HTML et convertir en bloc classique, il comprend pas. On va faire résoudre et là voilà, il me dit qu'il manque un P, etc. Donc on va convertir, mais bon, il me fait disparaître des trucs. C'est peut-être pas le bon exemple parce qu'effectivement il y a la moitié de l'article qui disparaît. D'habitude j'ai pas ce problème, c'est l'effet démo, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer ici, voilà, et on va pouvoir le remettre ici directement. Voilà. Donc là j'ai mon article complet. Alors évidemment, vous voyez, ça nécessite un petit travail manuel, mais ça dépend vraiment des contenus en fait. C'est pas systématique, vous comprendrez après pourquoi. J'ai le lien qui est bien mis avec le titre. J'ai ici les tags qui ont été remplis automatiquement. Donc les tags sont en anglais, je sais pas pourquoi, d'habitude c'est en français. Je l'ai pas précisé dans mon prompt, donc ça c'est un petit bug, je pourrais le corriger. Voilà, faut savoir que ce script que je suis en train de vous présenter, il a quoi? Il a 3-4 jours d'existence, donc je l'améliore en continu au fur et à mesure où je le teste. Mais voilà, c'est pour vous montrer que à partir d'une URL, je suis capable de scraper le site et grâce à l'IA d'OpenAI de générer un article complet qui est unique, qui est pas un copier-coller, qui est unique avec évidemment ses petits défauts, mais je peux comme ça après l'améliorer. Alors, ce que je vous propose au-delà du contenu, parce que là le contenu en soi il est correct, il est peut-être pas exactement comme moi je le dirais, mais après moi l'idée c'est pas de faire des articles en automatique parce que ça perd un peu de sa saveur, c'est un peu dommage, mais c'est d'avoir une base de travail pour pouvoir faire un truc
un peu plus sympa, plus drôle et surtout plus long. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir un espèce de brouillon, une structure d'article et puis de travailler à partir de ça pour faire un nouvel article. Donc après moi, mon rôle c'est de voir si c'est bien, c'est de rajouter des vannes, c'est de rajouter des liens, c'est de rajouter des images, c'est de modifier les phrases quand les tournures sont un peu compliquées ou mal foutues, etc., etc. Mais en soi, là, on pourrait très bien imaginer la génération d'un article de manière 100% automatique avec ce genre de script. Donc je vous montre comment j'ai fait, on va passer le script en revue et puis voilà, ça va être une session, on va dire, découverte de script pour voir un peu comment c'est structuré, comment ça fonctionne et puis voilà, ça vous donnera peut-être envie de faire pareil chez vous, d'expérimenter, de tester, etc. C'est du Python, donc c'est très très simple à prendre en main. Donc on commence avec la fonction main, je vais agrandir un petit peu le code pour que vous puissiez un peu mieux voir et on va fermer le terminal, voilà. Donc j'ai la fonction main ici qui lance main. Bon, ça c'est rien de sorcier. On va ouvrir main. Alors dans main, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord une étape de récupération des URL. Ensuite, il y a une étape de récupération du contenu qui est dispo au niveau de ces URL. Une fois que le contenu est récupéré, on le coupe en petits bouts, en chunks, c'est des morceaux quoi. On le coupe en morceaux, voilà, et on met ça dans un tableau. Ensuite, une fois qu'on a ce résumé là, ces morceaux, on les passe à une fonction qui va générer un post de blog. Et une fois que le post de blog il est prêt, on va nettoyer un peu le HTML et on va surtout créer le post WordPress. Donc ça, c'est un peu le déroulé. Au niveau des variables, alors moi j'ai besoin de récupérer la clé. Alors moi ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un fichier var.py dans lequel j'ai mis différentes variables. J'ai mis la clé OpenAI, donc ça c'est ma clé. Alors j'ai mis des petits X pour pas que vous puissiez récupérer ma clé, bande de petits filous. J'ai mis ensuite différents modèles de génération parce que j'utilise à la fois GPT 3.5 Turbo pour la tâche des résumés, vous verrez après, et GPT 4 pour la tâche d'écriture, qui est un peu plus abouti, qui fera un truc de meilleure qualité. On a ensuite la config de mon WordPress parce que j'en ai besoin pour poster l'article directement dans le WordPress. Donc là, je vais utiliser non pas l'API REST de WordPress, ce que j'aurais pu faire aussi, mais l'ancien système qui est XML RPC. Voilà. Donc on peut utiliser les deux après si vous voulez, mais j'ai fait ça pour plus de simplicité. Je reprends mon script. Donc de quoi on va avoir besoin? Alors il y a plein d'imports ici qui peuvent un peu faire peur, mais en gros pour vous donner un peu les détails, Trafilatura c'est le truc qui va scraper, qui va récupérer le contenu sur les pages. C'est une librairie Python, c'est aussi un logiciel, donc si vous pouvez l'utiliser en ligne de commande, c'est assez pratique. Ça juste vous lui passez une URL et lui va récupérer le contenu de la page sans se soucier de ce qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire il va pas récupérer les scripts bizarres, il va pas récupérer le header, le footer, la sidebar. Tous les déchets en fait il va les zapper et il va nous fournir soit un texte, soit un XML, soit du HTML, enfin ce qu'on veut quoi. Ça c'est pour les expressions régulières parce que j'en fais un petit peu dedans. OpenAI évidemment pour se connecter. Ça je sais même plus pourquoi je l'utilise, on s'en fiche. Les validateurs c'est pareil. On a du XML parce qu'en fait je vais demander à OpenAI de me sortir du XML, donc on va utiliser ces éléments là, LXML, etc. La gestion des erreurs parce que des fois OpenAI ne répond pas bien et donc il faut pouvoir gérer les problèmes. J'ai importé retry aussi pour relancer les trucs. Voilà, et puis la lib Python XML RPC, WordPress XML RPC pour pouvoir poster un article dessus. Ça j'en ai plus besoin, c'était au moment où j'essayais de faire des trucs un peu plus concurrents on va dire, donc c'est-à-dire pouvoir lancer des générations, des résumés en parallèle en fait, mais ça marchait pas très bien. Comme vous voyez, j'ai un port var, donc un port var, je peux pas vous le montrer, il y a mes mots de passe dedans, mais c'est la même chose que ça. Voilà, donc en fait j'import, je l'ai appelé var.py, j'importe var tout simplement. Et comme ça, quand je veux récupérer par exemple la clé ici OpenAPI key, en fait j'ai juste à mettre var.openAPI key et je le stocke dans cette variable open.api underscore key qui en fait est une espèce de variable par défaut qui est bien interprétée par la lib OpenAI. Donc elle doit obligatoirement s'appeler comme ça. Maintenant, au niveau de mon programme, donc dans main, je commence par les URL. Ici, URL égale, et là 6, donc ça c'est ce que je passe en argument. C'est-à-dire que quand je lance mon script, j'ai deux façons de lui passer les URL. Je vous montre, je lance le script. Je peux soit lui donner comme ça un lien, je fais entrer, je lui donne un autre lien, je fais entrer un troisième lien, etc. etc. Quand j'en ai plus, je fais juste entrer à vide et c'est bon. Donc ça c'est le fonctionnement classique. Donc c'est ce qui est appelé ici collect URLs. Si je regarde la fonction de collect URLs, vous voyez, je crée un tableau URLs vide et je dis tant que c'est à true, donc tant que tu as true, tu fais un input, c'est-à-dire tu poses une question à l'utilisateur et tu dis entrer l'URL de l'article. Voilà, j'ai mis laisser vide pour résumer, très bien. Point strip, ça permet d'enlever les blancs devant ou les
blanc derrière. C'est-à-dire que là, si je fais espace, espace, je colle mon lien, espace, espace, et que je fais entrée, il va quand même le prendre parce qu'il va comprendre qu'il doit enlever ce qu'il y a devant et derrière l'URL. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je dis, voilà, s'il n'y a pas d'URL, ça break. C'est-à-dire que si j'ai rien mis et j'ai juste fait entrer, on sort du truc. On valide bien l'entrée, que ce soit une URL. C'est-à-dire si je mets un texte et que je fais entrer, il me dit, ah, l'URL entrée n'est pas valide. Donc là, je valide bien que c'est une URL, ça permet d'éviter les soucis. C'est pour ça que j'ai utilisé la lib validators. Si c'est bon, je rajoute au tableau ici de mes URL, je fais un point append. Append, c'est juste pour rajouter un truc dans le tableau. Ça va pas effacer le tableau et remplacer, ça va juste le mettre à la queue leu. Donc à chaque fois que j'ai une URL, paf, si elle est valide, ça la rajoute dans le tableau. Dans mon tableau, il y a toutes mes URL qui vont se mettre dedans. Et puis ensuite, je renvoie mon tableau, simplement avec cette fonction. Donc ça, c'est le premier truc. Donc URL, là, il se retrouve avec le tableau qui a été généré par ici. Si c'est pas comme ça que je veux l'appeler, je peux l'appeler autrement. Je peux l'appeler en ligne de commande. Que je peux appeler mon script, je fais espace, et là, je colle mes URL, les unes à la suite des autres, comme ça. Voilà. Donc je peux lui passer, comme ça, je peux l'appeler en fait dans un script, dans une ligne de commande, dans un truc automatique. Je peux appeler mon script, lui passer en paramètres en paramètres toutes les URL derrière à la queue leu, et lui en fait il va me créer un tableau de toutes mes URL que je vais passer et il va la mettre dans URLs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, la première étape, elle est faite. J'ai un tableau avec tous mes liens dedans, tous les liens en fait que je vais utiliser pour générer mon article. Ça veut dire que si je veux un article complet, je peux par exemple prendre plusieurs sources, le site officiel, des articles de presse qui en parlent, de la doc, enfin bref, un peu, en fait ça fait un peu le travail que je fais de base. C'est-à-dire que quand j'écris un article sur mon site, je fais ce boulot-là de recherche. Je recherche des articles, je lis ce qui est dit, je compare les choses et à la fin j'en fais une espèce de synthèse. Donc voilà, lui ce qu'il me fait pour l'instant, c'est il fait pas une synthèse, là il fait juste un tableau d'URL. Ensuite j'ai une deuxième fonction qui en fait en intègre deux, une fonction ici qui va joindre tout ce qui a été extrait des URL. D'accord? Donc en fait ça c'est c'est un peu raccourci, mais en gros pour URL dans les URL, donc en gros je parcours tout mon tableau, donc je vais prendre chaque URL une par une, et pour ça en fait je vais appeler la fonction extract. Donc je vais sortir le contenu de chacune des URL, et une fois que j'ai ce contenu, je vais le joindre, d'accord? Je vais le rassembler et je vais tout stocker dans all content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, admettons je prenne cet article là, il va me récupérer tout ce contenu là, il va me le mettre dans une variable, et puis si j'ai un autre article, il va reprendre tout le contenu, il va le rajouter à la variable, et à la fin j'aurai dans ma variable en fait un gros bloc de contenu qui va contenir tout le contenu de toutes les URL que j'ai passées. En gros c'est ça l'idée. Donc on va aller voir extract content ici et voir ce qu'il y a dedans. Alors extract content, c'est une fonction un peu spéciale parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais on peut faire sous Python des trucs qui s'appellent des fonctions lambda. C'est des espèces de fonctions ultra petites qui, je vais dézoomer un peu, mais qui nécessitent pas qu'on fasse def, nom de la fonction, paramètre, deux points avec la fonction dedans comme c'est là par exemple. Là en fait c'est une fonction lambda qui tient sur une seule ligne, ce qui est assez pratique parce que du coup comme elle fait pas grand chose, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Alors comment on fait une fonction lambda? Ben c'est simple, déjà on la déclare en tant que fonction lambda. Donc c'est lambda, elle prend en paramètre une URL, puisque vous vous souvenez ici je lui passe l'URL, voilà, extract content, je lui passe l'URL. Donc elle prend en paramètre l'URL, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la lib trafilatura, donc ça c'est le truc dont je vous ai parlé qui permet d'extraire le contenu avec la fonction extract de la lib, et on a une autre fonction de lib ici qui s'appelle fetch URL. Donc en gros fetch URL, il va récupérer l'URL que je lui ai donné, donc par exemple l'URL de The Verge qu'on a vu tout à l'heure. Je lui dis que voilà, donc ça c'est l'équivalent de l'adresse quoi qu'il va me récupérer. Il va récupérer tout le contenu et il va extraire l'essentiel du contenu sur cette page. Donc il va zapper tout le reste, mais il va prendre que vraiment le vrai contenu intéressant, c'est-à-dire le cœur de l'article. Je vais lui dire que je veux une sortie au format HTML et je vais lui dire que je veux que tu inclues les liens. Donc il mettra les liens s'il y a des liens dans l'article. On peut avec Trafilatura également inclure par exemple les commentaires, où on peut exclure des choses. Si par exemple vous voulez pas récupérer telle partie de l'article ou tel nom, telle mention, etc. Vous pouvez aussi faire des exceptions. Donc ça, je vous inviterai à vous pencher sur la doc de Trafilatura pour faire ça. Et donc en faisant cette fonction là, je stocke dans la variable extract content tous mes mon contenu, pas tous, mais le contenu de l'URL, d'accord? Et il se retrouve ici et il est stocké dans all content. Donc là en fait, comme je disais, dans all content, à chaque fois il passe, c'est un for, donc en fait il parcourt toutes mes URL de tableau, toutes les URL qui sont dans le tableau, et il va joindre le contenu et le stocker
stocker dans All Content. Ok, j'essaie d'être le plus clair possible, le plus simple possible. Peut-être que vous avez déjà mal à la tête, mais bon, le code a l'air un peu compliqué, mais finalement ça se comprend assez bien, quoi. Après, vous pouvez le recopier chez vous si vous avez envie de le faire aussi. Donc maintenant, j'ai tout ce contenu en vrac de tous mes articles que je vais passer. Ça peut être qu'un seul article, ça peut être 10 articles si j'ai envie, peu importe. Le truc, c'est que c'est trop gros en fait ce texte pour le balancer comme ça directement à ChatGPT en lui disant mec, sors-moi un nouveau blog post à partir de tout ça. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je découpe ça en petits bouts et qu'il me fasse un résumé de chaque petit bout pour le raccourcir un peu en fait, que ça soit plus digeste. Alors comment ça se passe ici? Alors là pareil, on a une fonction un petit peu longue, mais en gros on a une boucle for qui va de i à la longueur de l'article. Donc on mesure la longueur de l'article ici avec la fonction length, len. Donc par exemple on a un article de 8000 mots admettons, ou 8000 caractères plutôt, donc il va dire qu'on va aller de i égale 0 à i égale 8000, ok? Mais je vais le faire fonctionner par tranche de 4000 caractères. Donc là ici je me retrouve avec finalement ici une fonction qui permet de découper le texte. Donc je dis en gros que à chaque fois qu'on passe dans la boucle for i machin etc ici, on découpe le texte en blocs de 4000, ok? Donc là all content, on prend la position 0 et on va jusqu'à 0 plus 4000, donc on va jusqu'à 4000. Ça c'est mon premier bloc. Ensuite mon deuxième bloc, mon i du coup il commence à 4000 et il va de 4000 en 4000, donc après il va à 8000 etc etc. Donc quelque part, donc je découpe en fait mon contenu, tout ce qu'il y a dans all content est découpé comme ça en blocs de 4000 caractères. Et c'est un tableau, comme vous pouvez le voir, il y a des crochets là autour, donc ça veut dire que c'est un tableau. Donc je mets tout ça dans le tableau qui s'appelle content chunk. Donc là c'est un tableau avec des morceaux de 4000 lettres de tout le contenu qu'on a vu avant. Maintenant ce tableau, je vais le passer à la fonction generate blog post. Donc generate blog post, il va générer le contenu et on va stocker le résultat dans un, alors j'ai appelé ça un JSON, mais après j'ai évolué, c'était plutôt un XML que je récupère, mais bon, pas très grave. On peut même le corriger ici d'ailleurs. Voilà, on va faire les corrections en live. C'est juste un changement de nom de variable. Voilà, je sais qu'on peut refactor les trucs, mais voilà, et ici aussi. Donc je vous propose qu'on se penche sur la fonction generate blog post. C'est là que ça va devenir un peu plus intéressant, puisque là on va voir comment on utilise OpenAI, voilà, comme ça. Alors là, je lui passe deux paramètres. Je lui passe mon tableau avec tous mes bouts, tous mes morceaux de texte, de tout ce que j'ai envoyé, et je lui passe la première URL. Alors pourquoi je lui passe que la première URL? Parce que c'est l'URL que j'utilise comme ma source. Voilà, je vais pas mentionner toutes les sources de contenu, ça sert à rien, souvent j'en mets qu'une, et voilà, donc je lui passe le premier lien. Donc quand je fais une génération, le premier lien c'est le plus important, c'est celui qui sera mentionné en bas d'article. Donc voilà, c'est ce que je fais déjà de base, hein. C'est-à-dire que quand j'écris un article, je m'emmerde pas à mettre l'ensemble de tous les sites que j'ai visités pour comprendre de quoi parlait le sujet. Je mets le plus important, le premier, voilà, le plus important, sinon ça serait une suite de liens un peu débiles. Donc je vais passer en paramètres et on va aller voir la fonction generate blog post. Donc generate blog post est ici, voilà. Alors vous voyez devant il y a un petit retry. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'il n'y arrive pas, s'il se plante, il va faire 9 essais, il va attendre 15 secondes entre chaque essai, et back off en fait ça permet de rajouter un délai supplémentaire. C'est-à-dire ça, en fait il va essayer ici 9 fois et il va rajouter 6 secondes à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'il va attendre 15 secondes, après il va attendre 19 secondes, après il va attendre 28 secondes, enfin, même plus, non 19, il va attendre 29 secondes, etc., etc. En fait il va rajouter du délai à chaque fois. Il va rajouter plus 6, plus 6, plus 6. L'idée c'est d'augmenter les temps d'attente parce que si l'API de OpenAI est HS ou m'a blacklisté ou répond pas ou je sais pas quoi, on n'est pas en train de la taper, d'essayer de la taper toutes les 15 secondes. On va augmenter le délai au bout d'un moment, ça lui laissera suffisamment de temps pour se reposer et pouvoir répondre. Donc là j'ai des trucs qui se passent. Alors j'ai un premier appel qui s'appelle Generate Summary. Alors ça fait quoi ça? Ça va prendre mes chunks. Donc vous vous souvenez, j'ai passé content chunks, c'est-à-dire un tableau de tous les morceaux des articles que j'ai, de tout le texte que j'ai. C'est un tableau. On va parcourir ce tableau. Donc pour chaque chunk dans content chunk, donc pour chaque morceau dans content chunk, je vais appeler la fonction generate summary, ok, en lui passant le paramètre chunk. Maintenant, on va aller voir generate summary et on reviendra après. Alors generate summary, ça fait quoi? Ça fait en fait des résumés du bloc que je lui ai donné. Donc je lui passe un bloc de texte de 4000 caractères et lui il va me faire un résumé. C'est ce que je lui demande. Donc là, je prépare des messages à destination de OpenAI, de ChatGPT. Alors c'est ChatGPT version API, hein. Donc c'est pas le site web, c'est la version OpenAI avec l'API. C'est-à-dire vous payez, on paye à la demande. C'est la version pour le code, quoi. Et donc là, je lui mets un rôle système. Alors système, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de qualifier l'IA qu'on va utiliser, l'agent qu'on va utiliser pour lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il doit faire. Donc voilà, là je lui dis, alors, je lui parle en anglais, j'aurais pu lui parler en français, j'ai essayé au début en français, mais je trouvais ça plus compact de mettre en anglais, j'en mets
ça me prenait moins de mots et donc du coup c'était mieux. Ça me permettait d'avoir moins de tokens utilisés. Donc c'est juste pour des histoires d'optimisation. Donc là je lui dis voilà, système, donc ça c'est son rôle en fait, le rôle de l'IA. On a le droit que à 3 rôles en fait sur OpenAI. On a système, user et assistant. Voilà, on a ces 3 rôles là, c'est tout. Donc là on a le rôle système qui est un peu le rôle supérieur et on lui dit voilà, c'est un peu Dieu en fait système. Et on lui dit t'es une AI, une intelligence artificielle spécialisée dans la synthèse de texte et le résumé. Voilà, comme ça là il sait ce qu'il doit faire déjà. Et ensuite en tant que user, je lui donne une action. Je lui dis voilà, écris un paragraphe en français de 400 mots. Et alors si je lui disais que ça, il me ferait une espèce d'article en fait avec le petit bout que je lui ai donné. Mais moi je lui précise que ce paragraphe fera partie d'un article plus grand. Voilà, je lui dis ça fera partie d'un article plus grand et je lui précise qu'il doit utiliser le texte suivant. Et là je lui passe en variable le texte. Voilà, le texte on le voit après. Il est un petit peu plus tard. Là c'est juste les messages. Là c'est une variable que je crée avec un tableau de messages pour ChatGPT. Ensuite on lance la fonction qui va appeler l'API d'OpenAI. Donc là j'ai mis un while true parce que je veux qu'elle puisse retester tant que c'est pas passé. Ouais, parce que des fois il y a des problèmes, il y a des bugs, OpenAI répond pas et donc c'est dommage de faire planter le script alors qu'on pourrait simplement relancer la génération. Et donc je lui dis vas-y t'essayes. Alors t'essayes quoi? Bah t'essayes d'appeler OpenAI. Donc là c'est la façon dont on fait une chat completion, donc c'est-à-dire une auto-complétion de chat. Un peu comme voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs messages, hein, c'est un peu comme un chat. Je lui envoie un premier message, je lui envoie un deuxième message, je lui envoie un troisième message, etc. Et lui va me répondre. Donc on crée une réponse. Dedans on appelle la fonction chat completion create. On crée une nouvelle demande de chat. Quoi. On utilise un modèle. Alors le modèle moi que j'ai utilisé ici, vous vous souvenez dans mes variables var exemple, c'est le modèle GPT-3 5 Turbo. J'ai pris celui-là parce que 1 il est rapide, 2 il est un peu moins abouti que GPT-4, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un truc plus évolué. Je veux juste faire un résumé du texte, morceau de texte que je vais passer. Ensuite on a la température. Alors la température, appelez ça créativité si vous voulez. C'est-à-dire que si vous le mettez 0, ça va entre 0 et 1. C'est entre 0 et 1. Si vous mettez 0, il va être pas créatif du tout. Il va limite recopier les mêmes mots, le même truc dans le texte. Il va recopier le truc. Moi j'ai mis 0,1 pour qu'il ait un peu de liberté pour pouvoir reformuler un peu le morceau de texte. Mais voilà, je vais demander un résumé et ce résumé en fait va vraiment coller, va vraiment ressembler au texte d'origine. Si j'avais mis 0,9, il aurait totalement reformulé le truc, il aurait mis des nouveaux mots, il aurait tout recréé en fait de manière très originale. Donc j'ai pas forcément besoin. Si vous mettez 1, là ça peut partir en mode un peu plus fifou, c'est-à-dire que moi j'ai déjà testé avec 1, le niveau de créativité est tellement extrême que ça veut plus rien dire, c'est une espèce de bouillie. Donc après ça c'est à vous de doser, c'est à vous de voir des tests. Alors évidemment tout ça c'est optionnel, hein. C'est des paramètres que vous pouvez enlever. Top P, alors top P c'est un paramètre que franchement je vais retirer parce qu'en fait il vient faire un peu la même chose que température, c'est-à-dire qu'il va permettre de calibrer en fait l'échantillonnage. Donc c'est un peu compliqué mais en gros voilà c'est l'échantillonnage. Honnêtement là dans la documentation ils disent que c'est pas la peine. OpenAI dit c'est pas la peine d'avoir les deux. C'est soit tu joues avec top P, soit tu joues avec température parce que l'un peut venir parasiter l'autre. Donc je vais l'enlever. Voilà, on va pas l'utiliser. Fréquence penalty, alors ça c'est intéressant et présence penalty sont super intéressants parce que ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà joué avec ChatGPT ou les API de ChatGPT, mais c'est une valeur qui va permettre plus ou moins de répétition dans vos textes. Voilà. Donc en gros, les valeurs vont entre -2 et 2, d'accord? Donc là, si je voulais, je pourrais mettre -2, je peux mettre 2, -2, etc. Ça va de ces échelles-là. Et plus la valeur, alors pour fréquence penalty, plus la valeur est élevée, plus les tokens vont être différents et donc plus l'IA va parler d'autre chose en gros. C'est-à-dire que si vous mettez 2 là, elle va dériver, digresser, elle va commencer à étendre un peu trop le sujet. Voilà. Si on reste sur -2, elle va être plus collée au texte d'origine et donc elle va pas trop changer son fusil d'épaule. Voilà, c'est un peu ça. Et donc ça c'est fréquence, ça c'était présence penalty, excusez-moi, c'est ça. Et fréquence penalty, c'est plus vous baissez et moins il y aura des mots qui vont se répéter. Donc si vous mettez des mots, des phrases, hein, en fait on parle de tokens. Les tokens c'est ni des mots ni des phrases, mais c'est des morceaux en fait de texte. Enfin voilà, ça se passe dans le modèle d'OpenAI, mais c'est on va dire pour simplifier qu'on est au niveau de mots, mais c'est un peu plus que ça. Donc là en fait voilà, si je mets ici au niveau de la fréquence penalty ici, si je mets -2, eh bien le modèle va vraiment pas se répéter du tout. Si je mets 2, il risque de beaucoup se répéter, de redire les mêmes choses, etc. Donc ça c'était pour la fréquence et voilà, et la présence comme je le disais, plus on augmente la valeur, plus il va parler de nouveaux sujets, de digresser, etc. Alors j'ai mis 0 parce que je trouve que c'est assez équilibré comme ça finalement, mais après pareil vous jouez avec et vous voyez. Alors les messages, bah là ça récupère en fait mon tableau. J'aurais pu mettre ce tableau de messages directement ici, je l'ai mis là parce que c'est plus facile à maintenir, mais voilà, on lui passe le message. Donc on lui dit voilà,
me fait une requête et alors vous voyez, là on a la variable texte et en fait c'est ce qu'on lui a passé, c'est-à-dire que texte generate summary, je sais pas si vous vous souvenez ici, mais voilà, on lui dit c'est Marie, on lui a passé le chunk. Donc ça c'est le bout de texte de tout à l'heure. Ok, donc lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il doit m'écrire un résumé de 400 mots du bout de texte que je vais donner et que ce résumé sera dans un article plus grand. Récupère le résumé dans ce truc là, la réponse en choice 0.message.content, parce qu'il faut savoir que l'API renvoie un espèce de JSON avec plein de trucs dedans et dans les choices, donc c'est-à-dire dans les réponses probables, les réponses renvoyées par OpenAI, on prend la première, 0. Voilà. Après vous pouvez faire des petits prints pour afficher le contenu, voir un peu ce qu'il y a dedans si ça vous amuse. Mais voilà. Donc ça, c'était un petit print que j'avais fait pour afficher le résumé, mais j'en ai plus besoin. Et on retourne le résumé. Évidemment, s'il y a une erreur, s'il y a un timeout, si OpenAI ne répond pas, on va pouvoir, comme on est dans le try ici, on va pouvoir réessayer. Voilà, try, réessaye. Donc il dit erreur, je réessaye. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour la génération du résumé. Donc ici, on se retrouve ensuite avec un tableau de résumé. Donc c'est-à-dire qu'avant, j'avais des tableaux de bout de texte. Maintenant, j'ai des tableaux de bout de texte, mais qui sont en fait des résumés qui ont été réécrits par GPT 3.5. Je vais joindre tous ces résumés dans un seul morceau. Donc, je rejoins tout au même endroit. Alors, pourquoi j'ai fait des résumés? Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est parce que parfois, les textes sont trop longs, trop gros. Et du coup, voilà, pouvoir les résumer, ça réduit un peu leur taille. Ça les concentre un peu. Et du coup, ça me permet de pas éclater le nombre de tokens max de GPT-4, qui est de 4096, je crois, de tête. De 4096 tokens. Donc, ça me permet de lui passer quand même des articles assez longs. Voilà. Et donc, j'ai à la fin cette espèce de texte, de paragraphe résumé. Et je vais maintenant demander qu'il écrive mon article. Alors, comment j'ai conçu mon prompt? Alors ça, c'est un peu le lore de la vidéo. Hein. C'est ça qui va faire que mon article, il va être bien. Donc, je lui passe une valeur. Alors, on va faire un retour à la ligne. Voilà. Donc, en système, en mode God, en mode Dieu, je lui dis, tu es une IA qui génère des articles de blog au format XML pour le site corben.info. Alors, il connaît mon site, donc il connaît mon style de base. OpenAI connaît mon site, donc ça, c'est plutôt cool. C'est plus facile pour moi. Voilà. Et ensuite, je lui donne des instructions. Voilà, je lui dis, voilà, lis, analyse et comprends ce contenu du début à la fin. Donc, je lui passe le contenu et je lui dis, voilà, tu l'absorbes. Je sais pas si c'est très utile de lui dire ça, mais bon, je l'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai dit, voilà, t'écris un article en français qui doit être informatif, qui doit donner envie de tester, qui doit être fun, d'environ 1500 mots, basé sur le contenu que je t'ai donné, en adoptant un style sympa avec le lecteur, écrit à la première personne du singulier, et dans le style d'écriture de corben.info. Ensuite, je lui dis un truc, ça c'est un peu ma secret sauce, mais je la partage avec vous. Je lui dis, voilà, fais preuve d'intelligence, extrapole l'information, fais des connexions à d'autres sujets, utilise des analogies, fais des citations. En gros, je lui dis d'être plus intelligent que ce qu'il est. Il dit, voilà, tu montres un peu de cervelle, montre que t'en as sous le capot. Donc voilà. Ensuite, je lui dis, réorganise et retravaille le texte pour t'assurer que entre les paragraphes, il y ait un enchaînement naturel, sans omettre les informations importantes et en intégrant des tutos détaillés ou des liens vers des ressources externes. Donc là, je lui dis, vas-y, commence à faire du contenu sympa. Comme je veux en résultat un HTML, je lui dis, utilise des tags HTML pour formater le contenu. Mets du gras, mets de l'italique, mets du souligné, mets des bouts de code. Par contre, ne fais pas de section, sous-section, de sous-titres, etc. Je sais qu'en référencement, il vaut mieux faire des H2, des H3, etc. Mais moi, je trouve que ça vient un peu bousiller mon article, donc je le mets pas. Voilà, sauf sur des articles longs, ça peut être intéressant, mais sur des petits articles de présentation d'outils ou des petits tutos, c'est pas forcément ouf. Voilà. Ensuite, je lui demande de proposer un titre original. Donc là, je lui précisais en français, in French, voilà, ce que je lui ai pas dit tout à l'heure, de moins de 60 caractères, optimisé pour le référencement, et aussi des mots-clés in French et un slug. Alors c'est quoi un slug? C'est l'URL en fait de mon article. C'est corben.info/ et en fait le slug c'est par exemple logiciel-macOS.html. Sauf que le slug c'est juste logiciel-macOS. Il n'y a pas le .html. C'est moi qui le rajoute après. Donc voilà, je lui demande alors du coup je lui demande quoi en data? Je lui demande, je veux un article en HTML, je veux un titre de moins de 60 caractères qui soit optimisé pour le référencement. Alors bon, après c'est pas le roi du référencement ChatGPT, donc on peut toujours faire mieux. Je lui demande des mots-clés optimisés et un slug. J'ai mis different, mais c'est in French. Voilà. Et ensuite, je lui dis, voilà, fournis-moi un XML. Et je veux que, obligatoirement, il y ait les clés qui soient avec des CData. Alors, les CData, c'est quoi un XML? Quand on met un CData dans une balise XML, on peut mettre dedans un peu ce qu'on veut. Des caractères chelous, des guillemets, des trucs. On n'a pas besoin de faire de l'échappement de caractères. C'est-à-dire d'échapper les guillemets, les trucs comme ça. J'étais parti sur du JSON au début et ça me posait problème le JSON justement pour ces histoires d'échappement. Avec des caractères parfois qui étaient pas corrects et ça faisait péter mon JSON et donc ça faisait péter mon script. Donc j'ai mis ça dans un XML avec du CData. Alors c'est là que ça devient intéressant ChatGPT parce qu'on peut lui demander de retourner de la donnée structurée. Donc c'est ça qui est sympa parce que une fois qu'on récupère cette donnée structurée, on peut l'utiliser dans un programme.
terme. Donc voilà, je lui dis, voilà, ta donnée, tu la mets, tu mets le titre dans enfin, en tout cas, tu crées un XML avec un titre, un slug, un content et des hashtags. Je lui précise évidemment de mettre le titre dans la balise titre, le slug dans la balise slug, le contenu HTML dans la balise content et les mots-clés dans la balise hashtag. Et ensuite, je lui dis, assure-toi que le contenu content, bon là, ça sert à rien ça, est au format HTML, qu'il est encodé en UTF-8 et ajoute la source vers l'URL à la fin. Et je lui dis un peu comment on fait. Voilà, alors, je pourrais lui demander de générer un nouveau titre, mais je mets juste source avec le lien vers l'article. Vous voyez là, c'est échappé. Par exemple, on parlait d'échappement tout à l'heure, un anti-slash, ça doit être devant moi d'ailleurs, vous devez rien voir là. Un anti-slash devant des guillemets, ça permet d'échapper le contenu. Donc voilà mon prompt qui est assez balèze, toujours en cours de modification, d'amélioration en fonction de ce que je remarque comme problème en l'utilisant. Et ensuite, rebelote, je refais une demande à OpenAI. Donc le modèle vous connaissez, sauf que là j'utilise le premier qui est GPT-4. Voilà, il est ici, OpenAI Generation Model GPT-4. Température, cette fois, je me lâche. Je lui dis, je veux que tu sois hyper créatif. On part sur du 0.9. Voilà, température c'est entre 0 et 1, 0.9. Là, ça j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Ici, j'ai fait des tests avec les tokens. On peut spécifier un nombre de tokens max. Franchement, vous n'avez pas besoin de le mettre. Maintenant, si vous voulez vous limiter en nombre de tokens, vous pouvez mettre un maximum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la réponse de ChatGPT dépasse ce nombre de tokens, elle sera tronquée, elle va s'arrêter avant. Si je mets 100, par exemple, je vais avoir un début d'article qui va faire 100 tokens et pouf, ça va couper d'un coup. Donc là, je mets rien, je le laisse en automatique, il se débrouille. Et ensuite, là, ici, j'ai le réglage de ma fréquence et de ma présence. Donc, la présence, on va commencer par la présence qui est ici, là, que j'ai mis à 1.5. Peut-être mal réglé d'ailleurs, on va voir, mais... Donc, la présence, pardon, ne tient pas compte, en fait, enfin, la présence, plutôt, tient compte, en fait, de la présence d'un mot, d'un token dans le texte, ok? Donc, c'est un moyen de voir si... Enfin, c'est un moyen, comme je disais, d'empêcher que les sujets se répètent. Et la fréquence enfin, la penalty fréquence, c'est pour éviter que les mots se répètent. Donc voilà, d'un côté, on a des notions de sujets, de thématiques, etc. Et de l'autre, on a des notions de mots, de tokens, ce genre de trucs. C'est un peu obscur, j'ai envie de dire. Faut vraiment faire des essais, faut tester les valeurs, etc. Moi, j'ai testé avec 1.5, je peux repasser à 1. Voilà, on peut aller de -2 à 2, comme je vous le disais. Donc après, il faut faire des essais, il faut faire des tests, il faut jouer avec, faut voir comment on peut faire. Voilà, donc si je mets un 1, le texte aura peut-être tendance à un peu plus se répéter. Si je pars à 2, il va vraiment digresser et il y a beaucoup de mots qui... Enfin, il n'y aura aucun mot qui va se répéter. Donc après, c'est à vous de doser. Voilà, vous testez avec 1.1, 1.2, 1.3, etc., etc. Donc là, je referai des tests moi avec 1 pour voir. Et puis, je l'ai pas fait, hein, cette dichotomie là, essayer de monter de 0.1 point à chaque fois. Voilà, mais c'est à faire. Et ensuite, j'ai mes messages, mon chat qui est là-haut, que je lui passe. Et donc là, j'obtiens une réponse. Enfin, je stocke en fait dans la réponse le contenu que me renvoie OpenAI, qui est un contenu, là on voit il y a une réponse texte qui est affichée parce que je fais un print, qui est donc un contenu XML. On le voit ici, regardez, hop, on va le regarder un peu plus en détail, mais en gros voilà ce qui me renvoie. Une fois que j'ai fait la requête, il me dit texte généré avec succès, 2 points, il me fait un XML, parce que je lui ai demandé de me générer un XML, avec dedans une balise article, des fois c'est une balise blog, des fois c'est une balise post, enfin bon, ça on s'en fout. C'est lui qui invente en fait le XML parce que je lui ai pas donné de structure précise. Moi il me renverrait juste title, ça m'irait aussi. Et donc ensuite dans les balises obligatoires, je lui dis voilà, je veux le titre. Donc il y a title, il y a bien le cdata que je vais demander et j'ai mon titre qui est dedans et qui se referme avec title, etc. J'ai mon slug, très bien. J'ai mon contenu, très bien. Mon contenu, il est en HTML comme j'ai demandé, perfecto. Et à la fin, je crois qu'il y a un endroit où je suis censé avoir des hashtags. Ah oui, ils sont là, je les ai pas vus. À la fin, ici, pardon, j'ai mes hashtags qui s'affichent. Voilà. Donc vous voyez, c'est une liste de mots-clés séparée par des virgules, très bien. Tout est là, il n'y a pas à chier. Ok, nickel. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que je peux dire à ChatGPT, à GPT-4, renvoie-moi une réponse structurée. Alors, des fois, il peut mettre autre chose. Hein. Il peut dire, voilà, alors, je lui ai mis, je lui ai dit seulement, je veux seulement ça. Mais des fois, il peut dire, voilà ton XML de points et il me met le XML derrière. Donc, il faut être capable de filtrer la phrase d'intro, le voilà ton XML de points, il faudrait l'enlever et récupérer avec le XML. Donc, après, on peut faire des regex pour sortir le XML dans une réponse, etc. etc. Moi, je lui demande de fournir un XML directement. Donc, il s'encombre pas de réponse. Après, il peut planter, hein, il peut fournir un truc qui est mal interprété. Et dans ce cas-là, le fait que ce soit en mode while true, ici, en fait, je teste le XML. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, tu charges le XML ici, dans la balise route. Si ça marche pas, il fait erreur. Et il continue, c'est-à-dire qu'il relance la fonction. Ici, le while true, il le relance et il refait une demande, il recommence, en fait. Il régénère un article. Voilà, alors peut-être que l'XML dedans était correct, mais il n'a pas réussi à le trouver, parce que peut-être que ChatGPT a envoyé d'autres infos en plus. Donc, je pourrais améliorer ça, je pourrais changer ça. C'est-à-dire, je pourrais essayer d'extraire
extraire vraiment le XML du truc. Voilà, je l'ai pas fait encore, mais c'est possible d'améliorer un peu ça pour qu'il y ait moins d'erreurs. Mais il est pas rare, en tout cas dans l'état actuel des choses, que mon script passe, enfin que ChatGPT soit lancé plusieurs fois. Donc ça me coûte plus de sous évidemment. Ensuite, je fabrique un objet article data dans lequel je vais récupérer toutes les infos de mon XML. Donc je mets le titre. Vous voyez, on fait route.find title. Il va chercher la balise title et il prend le texte qui est dedans. Voilà, tout simplement. Donc je mets le texte dans title, je mets le titre dans title, le slug dans slug, le contenu dans content et les hashtags dans hashtag tout simplement. Voilà. Ensuite, je lui passe plutôt le tableau de toutes les valeurs. Donc j'ai mon titre, mon slug, mon content, mon hashtag. Voilà, il l'éclate un peu ici. Là, je me dis qu'en fait, j'aurais pu peut-être faire un truc plus avec article data, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, je parcours toutes les clés de mon article, mais pas de ma variable là, required keys, et je sors les data. Donc ma fonction en fait va sortir la data, return article data. Donc j'affiche le titre, le contenu là, ça c'est pour moi, hein, je l'affiche dans la console, mais je suis pas obligé. Je renvoie juste la fonction et voilà, s'il y a des erreurs aussi, il peut me dire que le XML ne contient pas tous les champs obligatoires, etc. Parce que oui, en fait, pardon, je dis une bêtise, mais en fait les keys required ici, c'est juste une vérification. C'est-à-dire que je lui dis, je lui fais une liste, je lui dis voilà, je dois avoir un titre, un slug, un content et un hashtag. Et lui, en fait, il parcourt toutes les données que je lui ai renvoyées et il vérifie que j'ai bien tout ça, que j'ai bien le titre, le slug, le content et le hashtag dans mon article data. Voilà, si c'est bon, il renvoie ça. Si c'est pas bon, il reprend de zéro. Donc, j'envoie l'article data. Donc là, on est à ce niveau-là ici. On a récupéré l'article data, enfin, ce qui est renvoyé et qui est donc stocké dans article XML. Voilà, donc là, mon contenu, mon titre, mon texte, mon slug, mes hashtags sont dans article XML. Je vérifie quand même que article XML soit bien rempli, qu'il n'est pas à none, qu'il y a quelque chose dedans. Et je vais juste retravailler le content HTML, c'est-à-dire le contenu de l'article. Parce que là, en fait, si on regarde bien, j'ai des balises P ici, vous voyez, des choses comme ça, des balises I, des balises... bon bref, j'ai plein de balises HTML pur, classique. Sauf que quand on met du HTML pur dans WordPress, on se retrouve avec un article à l'ancienne. On n'est pas avec des blocs de Gutenberg de WordPress. Donc j'ai essayé un truc qui est pas 100% efficace, mais bon, toi, ça marche à peu près. C'est HTML to Gutenberg, c'est-à-dire j'ai fait une fonction qu'on peut retrouver ici, là, HTML to Gutenberg, où en fait, je fais juste des remplacements. C'est-à-dire que voilà, quand je vois un titre H1 dans le texte, je lui dis voilà, tu remplaces par WP heading, machin, H1. Voilà, ça c'est, en fait, ces balises-là, c'est des trucs que WordPress rajoute pour se repérer au niveau de ses blocs. En fait, c'est pas très clean en termes de HTML, mais en tout cas, WordPress en a besoin pour son éditeur Gutenberg. Donc, je fais un peu la traduction, en fait, entre du HTML pur et du HTML Gutenberg. Donc, c'est pas toujours 100% efficace. Des fois, il y a des choses qui manquent. Donc, je complète ce tableau au fur et à mesure. Mais voilà, en gros, il me transforme mon HTML de base en HTML Gutenberg, tout simplement. Et ensuite, je crée mon post WordPress. Donc voilà, j'ai un create WordPress draft dans lequel je lui passe le titre, donc c'est article XML title, le slug, le contenu HTML que j'ai nettoyé en mode Gutenberg et les hashtags. Voilà, donc je lui passe tout ça en paramètres, très bien. Et ensuite, on va aller regarder la fonction create draft. Juste, bon là, on est sorti de la partie intelligence artificielle. Là, on est vraiment sur WordPress XML RPC. Donc comment on se connecte à un WordPress et comment on lui envoie un post pour qu'il crée un nouveau post. Donc je lui passe toutes les valeurs, le titre, le slug, le content HTML, les hashtags. Je vérifie qu'il y a un contenu dans content HTML, qu'il n'y ait pas eu de souci. Voilà, sinon, voilà, il dit le contenu est vide, le brouillon n'a pas été créé et il coucourt à tout. Et je vais créer un objet WordPress qui va me permettre de me connecter. Donc en fait, ça c'est les fonctions, les méthodes de WordPress XML RPC. Je lui passe les variables. Donc je lui dis voilà, tu prends l'URL. Donc l'URL, vous vous souvenez, hein, c'est ça là, https://wp XML-RPC, très bien. Donc, je lui passe l'URL de mon XML-RPC, je lui passe mon username de blog, je lui passe mon mot de passe de blog. À partir de là, j'ai un objet qui est connecté. Enfin, qui est connecté en tout cas, j'ai un objet qui contient le client, les identifiants pour se connecter au WordPress. Je crée un objet post, enfin un objet WordPress post, pardon, que je stocke dans post. Donc là, c'est-à-dire que je crée un post, en tout cas au sens code du terme. Il est pas créé encore sur le blog en tant que tel, mais j'ai un objet article, en gros, un objet post. Et cet objet, il a des paramètres. Donc il a un titre, il a un contenu, il a un statut, il a un slug, il a une liste de hashtags, etc. Et là, j'ai juste à remplir. Donc post.title, c'est title, post.content, c'est content HTML. Là, j'ai post.post status. Donc je veux que ça soit en brouillon parce que je veux pas le poster directement. Mais si je voulais le mettre le publier directement, je mettrais publish. Et hop, ça c'est des paramètres propres à WordPress. Hein. Donc si vous voulez voir les autres, voilà. On a, je crois, publish, draft et peut-être schedule, peut-être pour programmer avec une date, un truc comme ça.
Voilà, donc ça c'est le statut du post. Le slug, bah ça bouge pas, hein, c'est le slug. Et la liste des hashtags que je vais splitter en fait. C'est-à-dire que les hashtags, je les découpe parce qu'ils sont séparés par des virgules, d'accord? Donc je les mets dans une liste de hashtags chacun. Et en fait cette liste, je la passe à un truc qui s'appelle post tag. Voilà, donc j'ai post.termsName, donc là voilà, ça c'est les hashtags, est égal à post tag, 2 points, et là toute ma liste de hashtags. Donc je passe une liste en fait. Voilà, donc on peut faire comme ça, c'est plus propre. Et ensuite, je me connecte à mon WordPress et je lui envoie l'article. Donc c'est pour ça qu'il y a un try, parce que s'il y a une erreur, il recommence, etc. Et je crée, alors cette fonction-là, WP call, si elle se passe bien, elle envoie l'ID de l'article qui a été créé. Donc je fais un appel à mon WordPress. WP, c'est ici le connecteur hein, qu'on a là. Et je lui passe, donc wp.call, et je lui passe mon post. Voilà, post, et je lui dis bien que c'est un new post. Voilà, je fais un nouveau post. Et là, il y a le contenu de post. Donc c'est, voilà, je crée un nouveau post avec dedans mon objet post qui est ici. Mon objet post qui est un WordPress post, hein, avec toutes les caractéristiques que j'ai mis dedans. Et une fois que c'est créé, bah, il me dit brouillon créé avec succès, avec l'ID, machin truc. Voilà, et je récupère mon ID. Donc c'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Dans le résultat, on avait ça. Article en brouillon créé avec succès sur WordPress avec l'ID 15 16 98. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça, je l'ai pas utilisé, ça finalement. Je crois que c'est plus d'actualité. Apply regex. Je l'avais utilisé pour un autre truc, mais j'en ai plus besoin. Ah si, j'en ai besoin. Où est-ce que je l'appelle? Ah oui, je l'appelle ici. Dans bah en fait, même ça, j'en ai plus besoin non plus. Ça, c'était un essai que j'avais fait avant avec pour remplacer les paragraphes. Donc ça, il n'y a plus besoin. C'est des petits restes que j'ai pas enlevés. Très bien, mais comme maintenant j'ai cette fonction-là en fait de HTML to Gutenberg de remplacement, j'ai plus besoin de ce que j'avais fait avant. Donc je réduis un peu toutes mes fonctions pour que ça soit propre. Voilà. Ok, et donc voilà, je me retrouve avec ce script qui est assez propre hein, finalement, plutôt clean, assez carré. Je l'ai fait, donc je vous ai dit, je l'ai créé avec ChatGPT. C'est ChatGPT qui m'a dit que je pouvais faire une fonction lambda. C'est ChatGPT qui m'a dit que je pouvais utiliser les retry ici, donc ça c'est pas mal. C'est aussi ChatGPT qui m'a aidé à structurer ce code, parce que je lui ai dit comporte-toi en amateur éclairé des préceptes de code is poetry. Vous savez, ce truc qui dit que le code c'est de la poésie et tout. Bon, voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Et lui, en fait, a suivi les préceptes pour justement rendre mon code joli. Joli dans le sens où il est bien structuré, il est bien organisé, il est lisible, compréhensible. Alors, il y a 0 commentaire, hein, j'ai pas mis de commentaire, mais je pourrais lui demander de mettre des commentaires s'il veut. Mais voilà, comme ça, j'ai un code qui est assez carré, ça part pas dans tous les sens, c'est réduit à son strict minimum. Et ça, je l'ai fait grâce à ChatGPT en lui demandant justement de critiquer le code que j'avais écrit, de l'améliorer, de l'optimiser, de le sécuriser aussi, etc. C'est lui qui m'a dit, par exemple, mets tes clés ailleurs. Donc, il m'a carrément conseillé de faire une espèce de wallet sécurisé et tout, mais bon, après, j'ai pas appliqué toutes ces techniques parce qu'il y a des trucs dont j'ai clairement pas besoin. Je suis vraiment local sur ma machine, c'est du test. C'est pas des choses qui sont destinées à être sur des serveurs en prod et tout. Donc voilà pour le petit topo Python. C'était un peu technique cette semaine. J'essaierai de faire d'autres choses la semaine prochaine, que ça soit moins violent peut-être. Mais je trouvais intéressant de vous montrer comment j'avais fait ce script en fait, hein, qui quelque part me fait gagner vachement de temps, me simplifie la vie. Donc c'est un script qui est à la fois un script de scrapping pour récupérer du contenu et de réinterpreting, c'est-à-dire de résumé et de reformulation, en tout cas de réécriture, avec plus ou moins de créativité d'un article, ce qui me permet d'avoir une base intéressante, ce qui me permet d'aller plus vite, de moins passer de temps sur de la rédaction pénible pour en fait finalement me concentrer uniquement sur l'aspect créativité, c'est-à-dire faire un article que moi je fais qui est agréable à lire, avec des blagues, avec des choses claires et nettes, sans me laisser embrouiller par un autre contenu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, hein, si vous avez des questions, etc. J'ai pas prévu pour l'instant de mettre ce code sur GitHub, mais parce qu'il n'est pas finalisé, il n'est pas utilisable en tant que tel, mais pourquoi pas, ça peut être envisageable. En tout cas, si vous le voulez, je peux vous le partager. En tout cas, les Patreons, je vous le mets sur le Patreon, ça c'est sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous. Encore merci pour tous vos messages sur Patreon, sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Amusez-vous bien avec l'IA, et puis à très bientôt. Allez, ciao!